Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 25 ans. Ici John Sparrow pour vous accompagner aujourd'hui pour cette nouvelle émission littérature, émission litté qui va conclure, et oui nous allons conclure, nous allons clôturer une saga ce soir, la série de comics qui avait commencé en 2021 quand même, donc 5 ans à peu près après le début de la saga. Nous allons vous critiquer donc, le tout dernier tome de La Haute République, les aventures, le tome 5. Donc, pour conclure avec moi, merci à lui de ne pas me laisser tout seul sur ma colline avec cette série tant controversée au sein de l'équipe. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Comment vas-tu, Philippe ? Et salut à toutes et à tous, merci de nous écouter. Et tout va bien, Jean, tout va bien pour l'instant, puisqu'on ne s'est pas battu à propos de ce comics encore, donc tout va bien. Hâte de discuter de ton avis et de l'avis des auditeurs aussi. On vous invite aussi à laisser vos avis sur cette série-là. C'est vraiment une série qui divise, en tout cas chez nous. Donc, donc en tout cas, merci à toi, Philippe, de t'être dévoué à cette tâche. Est-ce que tu es content que cette série se termine enfin ? Oui. Voilà, pour un peu teaser la vie. Oui, on va en parler, effectivement. Il y a plein de trucs à dire. Pas mal de choses à dire, effectivement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mettre le logo de notre partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec, toujours pour ces émissions littérature, notre partenaire. Toujours au taquet aussi, hein, quant à la publication de podcasts sur la Haute République, mais pas que. Voilà, dernièrement, si vous allez sur leurs réseaux sociaux, ils ont sorti un podcast sur les comics Legacy. Donc voilà, ils font du Legends, ils sont toujours très actifs sur le Legends. Et ils font la Haute République également. Et là, ils refont toute la Haute République, mais du début, là, ils commencent à phase 1. Ils en sont aux comics de la phase 1, mais là, le comics de Cavan Scott. Le penchant plus adulte, on va dire. Donc avec le tome 1 et peut-être le tome 2, je crois que l'émission est sortie du tome 2. Voilà, donc rejoignez ce groupe de fans littérature bien sympathique. Donc sur Facebook, Instagram, il y a quoi ? Il y a Spotify et YouTube. Il faudrait les mettre sur ce miniature. Il faudrait updater la miniature avec les liens pour le partenaire. Voilà. Avant de commencer aussi, Philippe, est-ce qu'on fait un petit WhatsApp ? Ouais, comme d'habitude. Alors, WhatsApp Star Wars, très rapide, parce que j'ai pas fait grand-chose à part lire Star Wars Outlaw Low Red Moon, qu'on va critiquer bientôt. Yes. Et voilà. J'ai monté un Lego aussi, le logo Star Wars en Lego. Je vais pas pouvoir l'attraper là comme ça, mais qu'on m'a offert et qui est super top, en fait, super chouette. Et j'attends les Lego Smart Play Star Wars aussi également. Donc voilà. Ah oui, c'est quand qui sont hyper controversés. Je crois que ça sort le 1er mars, si je dis pas de bêtises. Donc ça va arriver. Ouais, ça va arriver assez vite. Donc voilà. Ouais. Je sais que les premières critiques sont pas fou folles. On a fait une émission d'ailleurs spéciale là-dessus, et j'espère qu'on en refera une autre pour montrer en live en fait ce que ça donne. Mais ça a pas l'air fifou quand même. Donc, mais bon, on verra. Moi, de toute façon, je suis un fanboy, donc ça va faire piou-piou et voilà, ça va me plaire. Mais tu seras content. On verra. Non, j'ai peur de qualité avec ce que j'ai lu. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Bon, on aura au moins un fan relativement content de ce qu'il a quand même. Toujours. Tu fais bien de le dire que les Lego sortiront donc en mars, début mars. Peut-être que cette émission sera dispo après la sortie des Lego, donc parce que pour tout vous dire, on enregistre cette émission un peu en avance. On expliquera un petit peu dans les specs. Ah ben voilà, voilà. C'est pour ceux qui ont l'image. Attends, le logo. L'image. Voilà, exactement. Bam, je te mets en plein écran le fameux logo Star Wars en Lego. Il est trop beau. Voilà. Ouais. Et il est montage sympathique, ouais. Ouais, super sympa à monter. Ouais. Très très sympa, et ça rend super bien. Ok. Ouais, donc comme dit, donc cette émission, peut-être que l'émission Lego Smart Play sera disponible avant cette émission littérature-là, vu que, encore une fois, on enregistre un peu en avance. Et on publiera cette émission, alors la sortie du tome, vous le verrez, qui arrivera un peu plus tard, fin mars. Personnellement, pour le WhatsApp, encore une fois, énormément de choses, énormément d'émissions en préparation, dont tu le disais, le roman Low Red Moon. Aussi un truc un peu bête, mais j'avais raté des épisodes je ne sais pas si tu écoutes le podcast L'Outrider, là, c'est un petit peu l'autre podcast Star Wars dans la sphère, en tout cas chez les francophones. Et L'Outrider avait changé de Star Wars en direct.
Ah, Je plaisante. c'est bien. Non, Bonne je les réponse. écoute aussi de temps en temps, bien sûr. Ouais. Et super sympa toujours. Bon, l'Outrider est un petit peu enfin, il sort des épisodes un petit peu, comment dire, moins souvent que nous, parce qu'effectivement, ils critiquent souvent les séries lors des sorties de séries. Et j'avais quand même raté leur critique sur la saison 2 d'Andor, qui date déjà. Quoique, ils les ont pas fait à la sortie de la série. Enfin, en bon 6 mois avant qu'ils sortent leur critique. Et comme ils avaient changé de flux, j'avais raté leurs émissions. Et c'est très très intéressant. J'aime beaucoup leurs avis sur Acolyte et la saison 2 d'Andor. Donc très très cool l'Outrider de les savoir toujours actifs, hein, malgré la. Mais là, on les verra sûrement actifs pour cette année avec le film Mandalorian Grogu, on verra. Et réécouter aussi là, en mode podcast les épisodes. Suite aux 10 ans de l'épisode 7, là, j'ai réécouté les vieux épisodes Star Wars en direct, là, les numéros 115 et 116, pour avoir un petit peu leur avis à l'époque, lors de la sortie du 7. Donc, 115, c'était un peu avant. Non, c'était juste l'avis à chaud, et le 116, c'était un peu plus à froid, donc un mois après. Donc, c'était très intéressant de voir les premiers retours des fans et tout. Donc, voilà, très très cool de se repasser en mode vintage. Tu fais du rétro gaming, là, on fait du rétro podcasting, tu vois, en écoutant les vieilles émissions. Bref, voilà pour le WhatsApp, en plus de la préparation de tous les épisodes, donc là, tous les comics, tous les romans qui sortent, plus des à côté, c'est hallucinant tout ce qui sort Star Wars en moment en littérature. Et voilà pour le WhatsApp. En ce qui concerne les émissions récentes, alors comme dit, on enregistre un peu en avance. Donc, qu'est-ce qu'on pense quelles émissions seront disponibles à Attends, l'époque de je prends ma boule de cristal Kyber. Voilà. Donc on aura sans doute l'interview de Michael Place, le réal du fan film Star Tour The Last Launch. Voilà. Star Tour Last Launch, pardon, excuse-moi. On va pas écorcher le nom du fan film. La critique, on l'a dit, du roman Star Wars Outlaw Low Rain Moon, spin-off du jeu vidéo en fait du même nom. Spin-off, ouais, une préquelle en fait du jeu vidéo Star Wars Outlaw. Et la critique, je vais inventer un terme, peut-être la comicisation de la série Ahsoka et de l'ascension de Skywalker de l'épisode 9. Voilà, que vous allez critiquer avec Francis, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, exactement. Et voilà ce que vous pourrez entendre sans doute lorsque vous nous écouterez. Voilà. Plus, comme on avait discuté un peu en off, peut-être des émissions un peu surprises, peut-être des émissions musique qui vont popper ici et là, peut-être des nouveaux quoi de neuf, on sait pas. Et du coup, des émissions qui seront surprises même pour nous à ce moment-là, quoi. Voilà, exactement, dont on connaît même pas l'existence encore. Voilà un petit peu pour l'intro du truc. Allez, on passe en hyperespace, on va parler du sujet du jour, ça va être intéressant. Restez avec nous. Attends, il faut que je trouve le bouton comme d'habitude. Tu veux que je fasse le bruitage en attendant? Ah, vas-y, à la bouche. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, de retour d'hyperespace, et j'espère que l'ordinateur ne va pas planter cette fois, parce que, pour rappel, une émission avec Francis, en fin d'émission, toute fin d'émission, j'avais plus du tout accès à mon ordinateur, alors que le son marchait toujours, donc on a fini l'enregistrement sans que je puisse pouvoir manipuler le truc. On espère que ce soir, ça va tenir. Donc, critique voilà, je vous mets la miniature de la superbe cover de ce tome-là. On va parler un peu des specs, là. Donc, c'est le tome 5 des aventures de la Haute République, sobrement intitulé La fin de la guerre, chez Panini, comme toujours, sorti le 25 mars 2026, un prix de 16 €, qui contient les numéros 17 à 20 de cette série, publiée à l'origine chez Dark Horse en VO, sorti entre avril et juillet 2025. Et nous sommes toujours dans la temporalité Star Wars en 228, Before the Battle of Yavin, donc toute fin de phase 3 de la Haute République. Donc attends, je vais sortir la miniature pour voir nos têtes, même si c'est pas le plus intéressant. Voilà, tac. Et donc très sympa à noter pour ce tome déjà. Alors l'équipe technique, comme toujours, Daniel Roseholder comme scénariste, le seul et unique scénariste à avoir tenu les 4 ans quand même qu'a duré cette série. Ce qui est pas mal quand même déjà. Ouais, pas mal. Il n'a pas raté un seul numéro. Il a même fait des one-shots en pagaille, on s'en rappelle.
Holder, donc, qui est un des 5 architectes, qui a posé les bases, qui a développé tout le projet littéraire de la Haute République. Donc, lui, il a écrit quelques comics adultes en plus de cette série jeunesse. Donc, on se rappelle de La Piste des Ombres, très très bon comics adulte, de la phase 1, si je me rappelle bien. Ses mangas Un équilibre fragile, où il était co-auteur aussi, qui était très sympa. Ses romans jeunesse et young adulte, donc Horizon funèbre, Escape from Valo. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal, ouais. La Tour des Trompes la Mort, qui était pas mal aussi au tout début. Son seul roman, hors la Haute République, c'était The Last Shot, donc Baroud d'honneur. Pareil, ça fait débat, c'est toujours un auteur qui fait débat de façon Holder. Et surprise, donc voilà. La surprise vient du dessinateur parce que, contrairement au tome précédent, aux 4 précédents tomes, ou même 5, si on inclut le hors-série, la Crash Zone, l'entièreté de ce tome, c'est un seul dessinateur, et je crois que c'était pas arrivé depuis le tome 1 de la phase 1, quoi. Car c'est le dessinateur attitré, en quelque sorte, à cette série, donc Harvey Tolibao, qui fait les 4 numéros finaux de cette série. Et donc, un seul dessinateur. Tolibao, donc, on rappelle qu'il a fait un peu de Legends avant de se consacrer au canon à cette série Les Aventures. Aux couleurs, on a toujours Michael Attier. Et aux couvertures, on a toujours Harvey Tolibao, donc son frère Kevin en duo, mais seulement pour une des 4 couvertures, vous le verrez, on vous les montrera, ainsi que Elisa Romboli. On se rappelle, nous avait beaucoup plu sur ses intérieurs du one-shot La bataille d'Eriadou du tome 4. Et bien là, elle nous fait les 3 couvertures régulières sur les 4, et on se doute que voilà, on le verra, mais Tolibao a été pas mal occupé, je pense, par les intérieurs des 4 numéros. Et mince, là tu vois, je parle, mais j'ai mes notes aussi, et j'ai pas 3 à 4 écrans comme Francis, moi j'ai que mon écran. J'aurais pu vous montrer les portraits de ces auteurs et autrices, donc voilà, Daniel Holder toujours, qui pose mieux qu'il n'écrit les comics, hein, il a la classe. Voilà. Harvey Tolibao, donc artiste filipino, si je dis pas de bêtises. Et ainsi que voilà, Elisa Romboli ici, donc qui doit être italienne si je dis pas de bêtises, et qu'on disait qu'on aurait voulu voir plus souvent sur cette série-là. Là, elle est co-couverture. Voilà un petit peu pour l'équipe technique. Avant de rentrer dans nos critiques, Philippe, un petit résumé, non spoiler, résumé éditeur. Le résumé éditeur. Alors, vous êtes prêts? Attention, c'est spoiler dans le résumé. Alors que ça la bataille... résumé, Pardon, mais non, pas du tout. Alors que la bataille d'Eriadou approche... Il ne va pas me laisser faire le résumé. Pardon. Alors que la bataille d'Eriadou approche de son dénouement, chaque camp se prépare à l'affrontement final. Les Jedi et leurs alliés menés par Farzala Tarabal se mobilisent pour repousser les envahisseurs et sauver la cité. En face, le gardien lance Nahil dans une attaque désespérée qui pourrait anéantir la planète. Quoi qu'il advienne, les 2 camps devront faire d'immenses sacrifices. Le destin de la Haute République est en jeu, et jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. La grande saga de la Haute République atteint son apogée. Ce dernier tome du cycle Aventure scelle le sort d'Eriadou et conclut une ère épique. Wow. Le résumé me donne envie. Voilà, on enchaîne direct. On va pas aller par 4 chemins. Philippe, est-ce que tu veux commencer par donner ton avis? Oui, parce que je vais être un peu plus court que toi. En fait, je sais que tu vas développer. Alors, que dire? Tu l'as dit tout à l'heure, Daniel Holder, il écrit mieux, il pose mieux qu'il écrit les comics. En fait, ce que j'ai apprécié dans ce tome, dans ce volume. Bon, déjà, c'est la conclusion. Par contre, c'est pour moi la conclusion d'une bataille et pas la conclusion de la guerre, et il n'y a pas une ère épique en fait qui se conclut dans ce comics. Je trouve que c'est toujours aussi foutraque que le tome précédent, c'est-à-dire qu'en fait la bataille, en fait on poursuit les enjeux du tome précédent avec le Warden, le gardien qui a déjà lancé en fait son attaque, et on sait ce qu'il veut faire. Son plan machiavélique en fait pour détruire tout le monde d'un coup. Donc on a les Jedi qui essaient de s'y opposer. On retrouve des personnages effectivement qui sont propres à Daniel Holder et qui moi m'ont fait plaisir de revoir, parce que finalement en fait de la même manière on retrouve un peu leur conclusion dans certains romans en fait. Là on va retrouver leur conclusion dans ce comics là. Je pense, je sais pas si on peut spoiler les noms, mais en tout cas, à Ram, à Gavi, à Tep Tep, etc. Donc on a ces persos-là. On retrouve même les 2 qui se sont mariés. J'ai oublié leur nom, mais c'est le wedding spectaculaire. Mais ça, Zin et Lula. Voilà, Zin et Lula, merci. Donc en fait, c'est vraiment en fait une conclusion avec, on appelle en fait un roman choral. En fait, là, c'est un comics choral. Il y a tout le monde qui revient et tout le monde a son petit moment en fait de bravoure, son petit moment de doute, d'attaque, mais au final du final, je trouve que
c'est pas la conclusion que j'attendais, mais de toute façon, déjà, c'était pas la bataille que j'attendais. Alors, j'irai pas jusqu'à paraphraser Francis qui disait qu'il attendait la bataille de Jakku dans les comics de la bataille de Jakku, parce que là, pour le coup, on a eu une bataille, mais ça ressemble plus à des escarmouches, en fait, en mode guerre civile entre des immeubles que une vraie bataille, en fait, avec un enjeu, on va dire, planétaire. Au final, c'est juste les Nahil sont coincés là parce qu'ils peuvent pas aller ailleurs pour l'instant. Et on sait qu'ils se sont fait lâcher par leur commandante suprême et qu'ils se retrouvent coincés comme des cons sur cette planète. Et finalement, c'est ça qui va se jouer. Mais voilà, je trouve que ça manque justement en fait de conclusion d'une ère épique. Non, c'est pas la conclusion, vous l'aurez pas là. Et du coup, je suis d'autant plus déçu que finalement, la bataille d'Eriadu à laquelle on n'assiste pas dans les romans, en fait, on n'y assiste pas vraiment non plus dans les comics. Et j'aurais aimé avoir. C'est quoi que tu dis souvent, Jean? C'est ta bataille des champs de Pelennor, c'est ça, version Star Wars? Ouais, c'est vrai. Et en fait, on l'a pas, mais on l'a pas en fait. Même là, en fait, c'est vraiment du terrain en fait avec des micros-actions qui sont faites à droite à gauche. Et je trouve ça assez décevant au final. Sur le côté dessin, j'ai adoré les couvertures, mais je trouve que les couvertures sont très belles. Par contre, j'ai trouvé que le style de Tolibao était assez inégal. Il y a du très bon, il y a des très belles planches, mais il y en a aussi des alors déjà des visuels assez bordéliques en fait où il y a trop de choses à l'écran en fait on est à la limite agressé en fait il y en a partout en fait il y en a partout avec des couleurs flashy qui pop en fait donc c'est très très difficile de s'y retrouver et puis des planches en fait où on a l'impression qu'il a rushé en fait il veut trop en mettre ou trop en faire et du coup c'est très inégal notamment sur les visages en fait des personnages. Enfin voilà, il y a des expressions c'est très limite en fait un trait je vais pas dire grossier parce que c'est toujours très compliqué de dessiner ça et j'ai pas ce talent là donc je peux pas me permettre de dire ça, mais comparé à d'autres dessinateurs qu'on a pu suivre, j'ai trouvé que là en fait c'était c'est très inégal et peut-être qu'effectivement ils ont été pressés par le temps parce qu'il fallait aller sur d'autres projets, il fallait faire autre chose, mais ouais j'ai trouvé certaines planches assez moyennes. La construction des cases aussi des fois en fait c'est un peu ça part à gauche à droite, ça revient en bas en haut en fait il y a des moments en fait où il veut rythmer la bataille avec la pagination et avec les cases où ça m'a perdu en fait. Ça m'a vraiment perdu. Pour le coup, après, ça se lit très vite. Faut pas non plus, faut pas non plus dire qu'on va y passer des heures. Tu as donné le nombre de pages, Jean? Je me souviens plus. Non, pas le nombre de pages, mais c'est une centaine. Ouais, c'est ça. C'est une centaine de pages et en fait, il y a comme c'est typé plutôt jeunesse en fait, c'est dommage, mais en fait, on a 3-4 bulles en fait sur certaines pages en fait, donc ça se lit très très vite. J'étais en train de scroller en même temps en fait le comics et notamment en fait la bataille entre Farzala et son maître là dont on va parler sans doute tout à l'heure dans le spoiler. Je trouve que c'est hyper moche quoi. Voilà, bon, c'est mon avis perso. Donc plutôt déçu en fait, par cette conclusion qui n'en est pas vraiment une pour moi. Voilà. Et pour revenir sur le côté jeunesse, le fait qu'il n'y ait pas trop de bulles, est-ce que c'est pas enfin ce qu'on aurait voulu avoir dès le départ, parce qu'on critiquait le fait que Holder mettait énormément de bulles dans certaines. Et là encore, il y a quelques pages avec beaucoup trop de trucs. Ouais, c'est vrai que tu as des pages effectivement qui sont chargées entre les dessins et les bulles, mais en fait, globalement, j'ai trouvé que ça n'avançait pas tant que ça et finalement, les persos parlent un peu pour rien dire, quoi. Enfin, il y a pas vraiment de fond, en fait. Comme on pouvait avoir d'ailleurs dans le tome précédent où il y avait quand même de belles remises en question, etc. Même si c'était assez égal dans le rythme, là, c'est assez plein. Pas vraiment. Okay. Ouais. Je trouve qu'il a vraiment été meilleur sur ses romans, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est dans la continuité de ce que tu avais dit sur les tomes précédents, vraiment. Et sur le tome 4, parce que le tome 3, je l'avais bien aimé, en fait. J'ai trouvé ça sympa, le tome 3. Oui, c'est vrai que tu avais mis une note plus élevée pour le tome 3, effectivement. Moi, ça va être un peu comme toi, dans la manière où c'est dans la continuité. Donc voilà, si tu as aimé le tome 4, c'est vraiment la suite directe du tome 4 avec ce tome 5. Voilà, oui. Donc là, si tu as aimé le tome 4, tu vas être ravi de retrouver tout ça. Si tu n'as pas aimé, ça va être compliqué. Moi, après, voilà, c'est surtout après le tome hors série, là, le Crash Zone, là, qui s'appelait La situation désespérée, là, en français, qui m'avait grandement déçu, qui s'intercale un petit peu au niveau publication entre les tomes 4 et 5. Que là, le fait de revenir à la série principale m'a fait un peu plaisir quand même. D'autant que, voilà, tu l'as dit, c'est qu'une centaine de pages, c'est que 4 numéros qui concluent la série. Il n'y a pas de one-shot, il n'y a pas d'annual, de machin. Là, c'est vraiment la série régulière qui finit avec ces 4 derniers numéros. Donc là, il n'y a pas de problème niveau éditorial, c'est facile à suivre.
C'est voilà, bon, le même scénariste, pas de surprise de voir Holder conclure sa série. Mais c'est surtout au niveau dessinateur qui m'a fait beaucoup plaisir de voir que pour moi c'est le god de cette série, c'est Harvey Tolibao, j'aime beaucoup son style. Et j'aurais été un peu triste que ça soit pas lui qui finisse la série. Tu sais, moi j'aime bien que les boucles soient bouclées, et comme on a Charles Soule qui ouvre et ferme la Haute République avec ses romans ou les young adultes avec Claudia Gray, là je suis content que ce soit la même team du tome 1 phase 1 qui finisse le tome 5 phase 3. Donc j'étais content, voilà, Tolibao, Holder, voilà, c'est la team d'origine, très satisfait, il n'y a pas de changement de dessinateur, voilà, c'est cool. Les points négatifs, c'est vrai, on l'avait déjà dit déjà sur tous les tomes, là, les 5 tomes de la phase 3, avec Francis, avec toi, mais Tolibao, comme les autres dessinateurs, comme Tony Bruno, même qui est un peu le second, on les trouvait tous un petit peu en deçà de ce qu'ils avaient fait sur les autres séries, enfin, sur les autres phases, quoi. La phase 1, je trouvais Tolibao meilleur, la phase 2, je trouvais Tony Bruno meilleur. Donc, comme tu dis, moi j'ai l'impression qu'ils ont été rushés par le temps, la publication. En fait, il faut savoir que les numéros sortaient, ils étaient intercalés entre les sorties des romans adultes, young adultes et jeunesse, et il fallait pas, voilà, on en parlera là, des niveaux spoil, il fallait vraiment être coordonné. Donc j'imagine niveau timing, c'était chaud. Donc c'est peut-être ça l'explication du fait que c'est vrai qu'il y a des planches, on vous montrera quelques planches de Tolibao qui sont franchement dégueulasses, franchement, et les visages, on n'est pas sur du gentil, mais pas loin, donc ça fait un peu chier quand tu es fan de Tolibao en tout cas. Donc voilà. Mais voilà, mais de manière générale, moi, ça a été très satisfaisant comme conclusion de série. Niveau dessin, tu vois, voilà, c'est tout ce qui est page pleine. Tu as dit sur des détails, sur des petites cases, ça va être un peu pas très ferme, mais sur des grosses pages pleines et des splash pages, comme ils disent, ou des doubles splash pages et des 12 pages pleines. C'était vraiment, moi, ça m'a mis plein les yeux, quoi. Je suis très friand de ce genre de gros bordel organisé. Des pages magnifiques, hein, mais ouais. C'est très inégal, quoi. Voilà, c'est très inégal, effectivement. Et donc ça a une conséquence au niveau des covers aussi. On l'a dit, Tolibao a fait la première, donc celle du 17, que je vous montre là, ici, voilà, c'est la couverture du tome, en gros, du tome de Panini, qui vient compléter d'ailleurs sa magnifique frise là, avec les fameuses connecting covers que j'ai gardées, voilà, qui vient compléter voilà, les 3 numéros du tome 4. Donc c'est très stylé, mais tu te dis, voilà, il a été focus sur ça, plus que sur les couvertures des derniers tomes, des derniers numéros, parce que c'est Elisa Romboli qui a fait, encore une fois, les 3 dernières couvertures, qui sont très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup le style de Romboli. Et voilà, donc j'imagine que sur les intérieurs aussi, ça a eu effet. Tolibao n'a pas dû avoir le temps de bien fignoler ses dessins, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'accroche au style, donc si vous accrochez au style, vous ne serez pas dépaysé, et ça vous ferait peut-être même plaisir, quoi. Donc pour les dessins, ça c'est ça. Le scénario de Holder, il conclut voilà, cette fameuse bataille d'Eriadu, qui, comme tu l'as dit, est un peu la bataille finale de la Haute République. Du moins contre les Nihil, voilà, les Jedi versus Nihil, c'est plus cette bataille-là. Et tout ce qui est de Rengir, Nameless, le fléau, tout ça, ça se passe ailleurs, dans les romans notamment, de la phase 3. D'ailleurs, là, à noter, j'y pense, mais le Into the Light, donc en pleine lumière de Claudia Gray, sera sorti quand cette émission sera publiée. Il sort mi-mars, et nous, on sera publié fin mars, donc elle sera déjà sortie. Voilà, c'est le 12 mars chez Pocket, pour En pleine ténèbres, En pleine lumière. Par contre, les épreuves des Jedi sortira lui le 30 avril, donc un petit mois après cette émission. Donc voilà, content de la conclusion d'Holder sur ces personnages. Alors ça va être un petit problème après. Mais voilà, sur ces personnages en tout cas, moi, Zin et Lula en premier lieu, très content de les voir là. Je suis fanat de ce couple-là, je suis très content. Tu l'as dit un peu, Ram, Farzala aussi sont leur arc qui conclut dans ce comics-là. Quelques autres personnages de Holder aussi. En fait, voilà, on est en plein Holderverse. Hein. On a tous les personnages de Holder réunis ici. C'est ça. Voilà, donc pour un complétiste qui aime un petit peu cet univers-là de Holder, qu'il a dispatché un peu dans ses comics et ses séries, moi c'était un petit bonbon quand même, ce tome-là. C'était ils sont tous ici, le Smash Bros Holderverse, ou le Avengers du Holderverse. Par contre, voilà, la déception vient du fait qu'il n'a pas inclus d'autres personnages des romans, par exemple. Quand on sait, il se passe autre chose sur Eriadu, qu'on ne va pas spoiler ici, on développera en partie spoiler plus tard, mais qui n'est pas du tout montré ici, qui est juste mentionné, et ça aurait été l'occasion de montrer ce passage-là, qu'on a eu droit qu'en roman, et un roman aussi trop vague, trop rapide. C'est ce que je te dis. En fait, pour moi, la conclusion, j'attendais des comics, comme dans un univers étendu, effectivement, d'avoir en fait ce qui se passe
ce qui est mentionné dans les romans développé dans le comics, en fait. Ouais. Et au final, Non. non. Donc, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Ouais, là, Holder se focus vraiment sur ses personnages et c'est la conclusion de ses personnages seulement. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage. Et comme tu dis, voilà, en comics, on aurait bien voulu en voir plus. Mais après, je me dis, c'est peut-être pas la faute tout à jeter sur Holder. Holder, il fait partie des 5, 6, 7 maintenant auteurs et ils ont dû discuter de la manière à suivre, de quoi représenter dans les comics, dans les romans, machin. Donc moi, je mets un peu tout le monde je blâme un peu tout le monde sur le coup, quoi. Ils auraient pu développer la bataille d'Eriadou d'une manière encore plus épique, comme tu le dis, manière de une fin du retour du roi vraiment épique quitte à créer une autre lignée de comics plus adulte, je sais pas. Mais parce qu'Avan Scott, c'est pareil, hein, il se focus sur ses personnages, donc t'as Skir, Kiv, Lurona, et il manque une partie de l'histoire qu'on aurait quand même voulu voir et vivre, en fait. Donc voilà. Et voilà, et une petite déception aussi sur le Death Toll le compte de mort. Mais ça, je le dis à chaque fois, sur toutes les œuvres de la phase 3, parce que là encore, tu t'attends à une retour du roi, où il y a quand même des émotions qui passent par la perte de héros. Et là, je trouve que la phase 1 a été moins timide que la phase 3. Tu vois. La phase 1, tu avais des morts qui te marquaient. Putain, merde. Non, mais là. Non, vas-y, je t'en prie. Ce personnage-là va crever dans la phase 1. C'est un personnage que j'aimais bien et tout, mais voilà, il fallait, quoi. Et ça t'apporte un peu du pathos dans la lecture. Là, la phase 3, niveau mort, ils sont très très timides, j'ai trouvé. Mais pas que Holder, vraiment tous les auteurs, je trouve. Surtout dans ce comics. Quoique ça dégageait pas mal dans les romans jeunesse, hein, il me semble quand même, tu as quand même quelques 2-3 morts en fait, de maîtres Jedi tués par les Nameless, en fait, qui. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a quelques-uns, oui, même un membre du conseil dans le premier adulte. Mais même dans le jeunesse, celui avec le Hutt. J'ai oublié le nom, là, où il se crache sur la planète avec le Hutt. T'as le maître Jedi qui se sacrifie, qui se fait tuer par les Nameless. Mais c'est, comment dire, ce sont des personnages, alors oui, ils sacrifient quelques personnages, mais ces personnages où tu n'as pas vraiment d'affect. Parce que non, tu t'en fous, en fait, c'est des mecs qui ont popé là, en fait, et qui meurent comme ils sont arrivés, quoi. Ils meurent comme ça, alors ça, c'est sympa, entre guillemets, vous allez croire que j'adore quand les personnages meurent. Effectivement, quand tu as le héros, c'est un padawan, et son maître meurt, évidemment, pour le récit, pour le développement du personnage, c'est super intéressant, c'est très cool dans les romans jeunesse, effectivement, mais moi, je pense, par exemple, comment ça s'appelle ça, à Path of Deceit, voilà, le premier où tu as on est en phase 3, donc j'imagine que vous avez lu, mais c'est quand même des personnages très très importants que tu suis pendant tout le roman, qui clapsent à la fin. La phase 1, c'était pareil, hein, c'était Lannios, on sait tout ce qui passe en fin de phase 1, Lodengren Storm, tu vois, c'était des morts marquantes, quoi. Et la phase 3, tu t'attends. Alors, les épreuves des Jedi, on va pas en parler, mais voilà, il y aura quand même quelque chose. Mais encore une fois, si tu te rappelles ma critique des épreuves des Jedi, c'était un peu la critique que je faisais. Ça manque un petit peu de morts marquantes, de personnages que tu as vraiment apprécié suivre tout du long et qui crèvent à la fin. C'est comme ça, il fait partie du truc, quoi. Un peu dommage. Et là, par contre, vous allez voir, c'est vraiment minime, hein, comme Death Toll. Je suis un peu déçu aussi. Donc voilà. Ah, et donc je voulais aussi, avant de passer en partie spoiler, vous avertir que on parlait de Trials of the Jedi, qui est donc les épreuves des Jedi, donc le roman qui sort chez Pocket le 30 avril. Sachez, attention, chers amis, lecteurs, lectrices, de ce tome-là. Si vous êtes intéressé par ce tome-là, arrêtez-vous. Et si vous êtes intéressé par le dernier roman, donc les épreuves des Jedi, arrêtez-vous absolument au numéro, donc c'est 18. Donc c'est 17, 18, 19. Hein. Ouais. Les 2 derniers numéros comportent un spoiler énorme sur un personnage des épreuves des Jedi. Donc, je ne sais pas si tu as dû le remarquer. Bah oui. Voilà, donc là, je n'y avais pas pensé parce qu'à l'époque de la lecture en numéro en VO, les 2 numéros 19 et 20 étaient sortis juste après le roman Les épreuves des Jedi, donc Trials of the Jedi. Ouais, ça t'avait pas marqué. Ouais. Ça n'avait pas marqué parce qu'effectivement, ça se passe après. Là, c'est pas le cas. Ils ont publié les numéros qui se passent avant. Donc, faites attention. Donc, si les spoilers si vous faites gaffe aux spoilers, lisez ce comics après le roman. Ou du moins commencez ce comics, les 2 premiers numéros, mais attendez les 2 derniers numéros après le roman. Donc, bref, c'est un peu dommage, mais en même temps, mais c'est vrai qu'ils ont enchaîné ces tomes des aventures. On a eu 3 mois. Ils ont sorti super vite, ouais. Ouais. Alors c'est cool pour les fans, mais effectivement, niveau publication originale en VO, ça coince un petit peu.
Donc attention. Voilà pour les avis non spoil. Et puis justement, on parlait de ça en partie spoiler. Donc, si vous êtes intéressé par ce tome et pas vraiment par le roman, on va parler de spoiler là, de ce roman dans la partie spoiler. Je vais juste essayer de trouver l'alarme qui se trouve ici et on est parti pour la partie spoiler. Bah. Donc spoiler. Donc. Ah mince! Et voilà, on a oublié les couvertures. Tiens, j'aurais bien voulu montrer les couvertures avant de partir. Passer en Montre-les en spoiler. Ouais, on les montre en spoiler, ouais. Oui, parce que c'est vrai que voilà, on va commencer par ça. On va commencer par les covers. Les covers sont en mode, tu sais, comme les vieux comics où enfin, tu me diras, des comics récents font ça aussi, mais par exemple, les numéros sortent avec une tagline sur la cover. Je trouve ça très sympa. Je sais pas ce que toi t'en penses, c'est un détail. Si, c'est sympa. Ouais, ça fait à l'ancienne, effectivement. Voilà, à l'ancienne. Bien aimé. Et certaines spoilent un petit peu ce qui se passe dans le comics. Bon là, The War Ends Here, c'est pas vraiment un spoiler de dire ça, mais donc voilà, là je vous montre les couvertures si vous avez la vidéo sur YouTube par exemple. Donc ça c'est la seule cover de Tolibao. Il y a voilà, les couvertures régulières de Romboli qui sont quand même très bien. Avec The Final Showdown. Voilà, on peut vous chanter la chanson dans la tête si vous voulez. Sauf que c'est Countdown. Ah oui, c'est Countdown, effectivement. Bien vu. Avec voilà, donc le gardien. Mais ça marche quand même. Ça marche aussi, c'est vrai que j'y pensais, mais pas du tout ça. Là, voilà, Area 12 Lampstand, voilà, avec Sav Malagan et la petite Zabrak à côté. Donc, très très sympa. Franchement, Romboli, encore une fois, moi j'aime beaucoup son style. Et le dernier du numéro 20, voilà, là, qui en dit rien trop, pour un petit peu garder la surprise et qui voilà, montre un peu les personnages du Holderverse. Et ce qui est cool, alors, ce qu'on n'aura peut-être pas en VF chez Panini, parce qu'ils font rarement, mais les variantes cover, il y en a eu quelques-unes cette fois, pour justement célébrer un petit peu la fin du tome, qui sont plutôt sympas. Donc voilà, avec un style un peu différent. J'ai pas noté les auteurs, je suis vraiment désolé, mais c'est quand même des variantes cover très très cool. Encore une fois, The Final Showdown pour le 18, la 19 avec la fameuse Siam Holt. Ouais, c'est vrai, un cri de chez Marvel. De Marvel, ouais. Ouais, parce qu'il a une bouche un peu plus normale, quoi, avec des dents, alors que on sait pas trop ce qu'il a au niveau de sa bouche, le gardien. C'est pas trop des dents, on dirait comme une espèce de ventouse. Là, avec donc l'héroïne de La Piste des Ombres. Et alors, petite curiosité, on va dire, mais la couverture du numéro 20, alors, on pensera ce qu'on veut du style des deux héroïnes, Zin et Lula, qui ressemblent vraiment, là, ça fait très comique jeunesse, mais ce qui est rigolo, et vous allez comprendre un peu pourquoi la couverture, moi, je la trouve pas très très jolie au niveau de la ressemblance des personnages. C'est Daniel Roseholder lui-même qui a dessiné cette cover. Ah bah voilà. Donc à l'aide de Harvey Tolibao quand même, il a quand même secondé, mais c'est quand même lui qui a été crédité pour cette couverture. Alors voilà, pour fêter ça, il s'est fait plaisir, il a dessiné le dernier numéro, enfin, la variante du dernier numéro. C'est rigolo. Voilà pour les covers. Et donc on va partir en résumé spoiler. Si tu veux je t'interromps quand tu veux. Ouais, voilà, parce que je vais vraiment passer sur très rapidement sur ce qui se passe. Vous allez voir, il y a beaucoup de bastons sur ce thème-là. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu l'avais dit, donc on est toujours sur Eriadou, affrontement final entre Nahil et Jedi / République / forces armées d'Eriadou. Et donc, on continue donc la dernière bataille d'envergure. On se rappelle, le gardien, tu le disais, voulait, à toute fin du tome précédent, aller exploser le réacteur principal sous la ville de Bri-Farang. Le noyau, quoi. Voilà, le noyau du réacteur, exactement. Vu que la destruction de ce noyau pourrait provoquer la destruction totale donc, de la ville de Bri-Farang ainsi que la capitale d'Eriadou City à côté. Les Jedi, et notamment, c'est Farzala qui est un peu en charge du truc. Ils veulent évacuer la population de Bri-Farang, mais voilà, Sevran Tarkin, qui elle a la charge des forces d'Eriadou, au sol notamment, elle n'est pas trop chaude parce que on parle de millions de gens évacués en plein milieu d'une bataille. Donc, très chaotique, tu l'as dit là aussi. Rien que ça. Pas évident. Voilà, rien que ça. Farzala va ensuite, comme avoir des visions de son ancien maître Obratuk, et c'est là que tu mentionnais, il y a une espèce de combat intérieur là, entre Obratuk, donc on le rappelle, Obratuk, je ne sais plus sa race, mais c'est une espèce de gros champignon avec des tentacules. Là. Il y a 3 yeux, un design assez spécial, mais intéressant en tout cas,
qui avait passé l'arme à gauche, je sais plus trop comment il était mort. Je crois par les Nameless, je crois dans les tomes précédents, qu'il avait succombé au Nameless, je sais plus. Mais voilà, Farzal va avoir une vision de ça, pas mal de pages de vision de ça, et ça va lui faire un peu changer d'avis. Au final, il va changer l'ordre, il va faire plutôt un appel rassemblant tous les Jedi pour protéger le fameux réacteur. On voit vite fait aussi dans Kort et Zint avec son casque toujours en pleine bataille, voilà, en plutôt en difficulté, qui vont se faire sauver par Ram et Kildo. Donc Ram et Kildo rejoignent la bataille, c'est cool. Donc Kildo, tu l'as dit, personne qu'on connaît des livres jeunesse notamment, de la phase 3, et Audible exclusif, je crois, les deux Starlight, je crois qu'il était dedans aussi, le fameux Kildo. Des persos que j'aime beaucoup, moi. Bon, là, on les développe pas trop, mais c'est vrai que c'est sympa de les voir, quoi. Voilà. Ensuite, dans les airs, la bataille fait rage également. On a notamment Zin et Lula, mais aussi Séverin Tarkin, qui sont tous en vaisseau. On a Argomon, qui est le nautolien ultra stylé, qu'on rappelle être non-binaire d'ailleurs. Et les deux Causiens, donc, qui sont Lavalox et Terra Cenubé, espèce de créature alien aussi qui aide la baston dans les airs, tout en essayant de stopper donc, le vaisseau du gardien. Farzala, lui, est aux commandes d'un énorme canon qui pourrait détruire en un coup le gardien, mais voilà, nos héros sont à proximité, donc il tuerait également tous nos héros préférés, donc, notamment Zin et Lula. Donc il attend avant de tirer, quoi. Ouais. Voilà, il attend. Là, on a une espèce de... Je sais pas si tu te rappelles de ce personnage-là, une espèce de side quest où on a Jacobin Snell, donc c'est un membre de la République qui a trahi la République pour rejoindre les Nihil. Voilà, mais parce qu'on apprenait que sa mère avait été prise en otage par le gardien, donc il a été forcé en quelque sorte à trahir les Nihil. Là, il prend son courage à deux mains et décide d'aller aider Eriadou en activant comme un bouclier de protection entourant le réacteur. Donc, personne ne comprend comment le bouclier est arrivé là. Ils sont tous en train de se poser la question de savoir comment c'est arrivé. Mais je me demande si c'est pas lui qui l'active, tu vois, il a une espèce de cache secrète avec plein de boutons et des écrans en pagaille, et j'imagine que c'est lui qui a dû l'activer. Voilà, via sa cache secrète, je sais pas, c'est pas trop expliqué exactement. Ensuite, on a la grand-mère Snell, donc, qui était prise en otage, qui va se montrer très proactive parce qu'elle va se libérer elle-même de l'emprise du gardien en tapant du Nihil et en sautant carrément du vaisseau en plein ciel pour atterrir sur c'est assez drôle parce qu'en fait, je crois que le gardien, il dit, il est le dos tourné, il lui dit, je sens comme un courant d'air où il y a une fenêtre qui est ouverte, un truc comme ça, l'autre, elle vient d'ouvrir la porte et elle saute. C'est assez rigolo. C'est complètement con, mais c'est rigolo. Oui, mais c'est vrai que sur ce tome-là, j'ai trouvé Holder plus drôle que d'habitude, alors que la situation ne s'y prête pas du tout, mais encore une fois, comme il dit pourquoi je sens du vent, en fait. Je sens de l'air. C'était drôle. On passera la planche, mais il y a la tête du Nil, parce qu'elle prend un Nihil avec lui, là, quand elle saute, avec une espèce de yeux exorbités, là, ça fait très cartoon, c'est très drôle. Et donc, finale de ce numéro épique, parce que Farzala va enfin activer le canon et désintégrer le gardien dans son vaisseau. Malgré ça, au sol, la bataille fait toujours rage. On a Sav Malagan en mode bien badass qui va aider Sian Olchi. Je peux t'arrêter 2 secondes ou pas, Jean, j'ai trouvé que la fin du gardien n'était pas à la hauteur du personnage. C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé. En fait, j'ai trouvé ça nul. En fait, c'est take the shot, quoi. Enfin, c'est comme dans les films, quoi. Ça y est, l'autre il passe dans la ligne de mire, il appuie, il le tue. Mais j'ai trouvé ça nul, en fait. On nous a dépeint ce personnage comme étant le truc, le sanguinaire, sans pitié, machin. J'aurais bien aimé une vraie baston, en fait. Un peu comme t'as entre Porter Engel et sa Némésis, dont le nom m'échappe et c'est pas bien. Et la générale Vice, voilà, exactement, merci. Donc, tu vois, là t'as une vraie baston. Ah ouais, c'était tellement épique, cette bataille finale entre les deux. Cette fin est énorme. Mais là, tu vois, ça manque, en fait. Ça manque. Complètement. Mais effectivement, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est un bon point que tu apportes. Et puis moi, je dirais comme Obi-Wan, quoi, un Jedi qui se sert d'un canon pour tuer quelqu'un, so uncivilized, quoi. C'est quoi qui dit, c'est tellement peu civilisé, quoi. Uncivilized, ça. Donc, bon. Mais c'est soit ça, soit voilà, les villes étaient détruites, mais bon, c'est effectivement. Mais c'est vrai que plus ça, je t'avoue que une fin épique pour le gardien et une baston épique avec le gardien et un Jedi, n'importe, ça aurait été quand même plus sympa, parce qu'effectivement, c'est un méchant que j'appréciais particulièrement dans son design et dans son caractère. Mais encore une fois, il est très, très cartoon dans son caractère, quand même, par moment. C'était un peu limite. Tu te dis, c'est lui qui a la tête des Nihil sur Eriadou. C'est quand même un peu... Mais bon. On se demande, en fait, s'il n'a pas été promu par hasard, quoi. Il s'était développé vite fait, voilà, il a monté les échelons, on a appris ça dans le tome 4.
Il avait rencontré le vice très tôt, et puis voilà, petit à petit, il a monté les échelons pour arriver là. Mais effectivement, ça fait un petit peu anticlimatique. Il disparaît très vite du truc. Donc là, ben voilà, les héros ont quasiment gagné. Voilà, ils se retrouvent tous. On a même le Emmerich Camphor, là, le Jedi, qui est un personnage de la Piste des Ombres, encore une fois, qui retrouve Sian, qui était blessé, mais qui va bien quand même, qui a été soigné. Donc là, on a un droit à un bisou entre les deux, enfin. Ouais, en même temps, déjà, le tome d'avant, on se posait des questions quand même. Hein, donc, Mais oui, dès leur rencontre dans le... Quand il serait pour le mariage. C'est ça, pardon, c'était dans le tome encore avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour la conclusion de ce personnage-là, on se rappelle, à cette époque-là, les Jedi sont un peu plus frivoles, on va dire, tu vois. On se rappelle. Chapitre 59. C'est ça. Voilà, puis même, on en parlera un peu plus tard, c'est un détail, mais pareil, il y a une espèce de relation entre Farzala et un autre personnage. Donc là, Emmerich et Sian avaient une tension sexuelle dès le tome de Holder. Holder doit aimer les romances, je sais pas, il doit avoir un grand nom pour ça. Mais il y avait déjà une tension entre eux dès son comics, sans qu'il n'arrive rien, mais les dialogues étaient justement écrits un petit peu comme ça. Et là, tu as la conclusion épique avec le bisou. Et là, tu as Francis qui nous écoute, qui doit lever les yeux au ciel, quoi. Mais on l'embrasse, nous aussi. On l'embrasse. Et on nous annonce que le reste des Nagil ont fui Eriadou, que la bataille est terminée, voilà, que nos héros ont gagné. Et le numéro 20, alors le numéro 20 est intéressant parce que, alors déjà, il nous rappelle, alors là, il nous spoil énormément de trucs. Alors, ça, déjà un petit peu, dans le numéro 19, on avait une image de Turban Buck, donc Bucket of Blood, qui en français de mémoire s'appelle Bouquet de sang. Voilà, c'était Bouquet de sang, c'était très vite. Un mec que t'aimes bien, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'était un des personnages de cette série-là, les aventures, qui accompagnaient nos jeunes héros, qui était très très cool, un healer, on se rappelle, alors que c'était une énorme masse, mais qui, pour la toute fin de la phase 3, s'est fait transférer sur le roman adulte de Charles Soule. Donc Charles Soule l'a utilisé, donc il n'est plus du tout là depuis quelques tomes déjà, parce qu'il va accompagner les héros des épreuves des Jedi. Donc là, gros spoiler sur les épreuves des Jedi, donc passez 1 minute si vous voulez quand même écouter cet épisode-là. Mais si vous lisez ce comics avant, vous apprenez que Turban Buck meurt. Donc non seulement il porte cette armure énorme, là, c'est la fameuse armure des Light, c'est quoi ça, Luminous 9, c'est ça, les 9 Jedi voilà, sur la planète des Nameless, et donc il va mourir là en se sacrifiant en évitant de tuer une créature justement, parce que lui il prône la vie mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Il veut absolument pas tuer une créature vivante, et les Nameless on en parlera, la vie sauf la sienne, quoi. Sauf la sienne, donc il va mourir du Nameless Effect, voilà. Mais dans un passage ultra épique, enfin je sais pas si tu te rappelles de ce passage-là, Philippe, mais on en avait parlé. Ouais. C'était une mort surprenante, mais moi qui m'avait touché quand même, je sais pas. Moins moi, non, effectivement, ouais, je trouve ça un peu un sacrifice un peu vain, mais bon, comme tous les sacrifices, tu vas me dire. Mais ouais, non, c'est ça qui est un peu con entre guillemets de se dire bon, t'as peut-être une autre solution que de se sacrifier pour. Quoique non, il avait, je crois, en main un des rods qui devait balancer à ses potes. Enfin, je sais plus, il y avait quelque chose comme ça. Mais effectivement, pas cool pour les lectorats français là qui vont être spoilés de la mort de ce personnage-là, alors qu'ils auraient pu la découvrir dans le roman. Bon, bref, on vous avertit pour ça. En plus, ça insiste bien, quoi. T'as 3-4 planches quand même où on t'explique ce qui s'est passé vraiment, quoi. Exactement. Donc, t'as le fait qu'il porte l'armure dans le numéro 19, et t'as donc sa mort dans le numéro 20. Il a fait sa mort. Et le fait qu'il soit mort, parce qu'il y a plusieurs Jedi morts qui pop, donc Stellar Gios, Loden Greatstorm, tout ça, je vous montre les planches un peu plus tard. Et c'était très émouvant, d'ailleurs, comme passage. Super passage du comics. On enchaîne. C'est le numéro 20, c'est des pages de joie, de larmes et de liesse, comme j'ai écrit là, parce que voilà, les Jedi ont gagné, les Nihilés sont partis d'Eriadou. Très peu de dialogue dans ce dernier numéro, c'est vraiment, on enchaîne les scènes. On a même droit à la cérémonie de Ram Jamaran, qui se fait knighter, comment tu dis, qui se fait adouber, voilà, exactement, par son maître, donc il devient un chevalier Jedi en toute fin. Et on finit sur des embrassades, des hugs sur hugs. Là, on se rappelle, Holder adore les hugs. Ça avait tendance à criser Francis aussi. Que les personnages se huggaient constamment, s'embrassaient constamment. Bah là, il n'y a que ça à la fin. Et constamment, voilà. Donc, et pour finir sur un baiser final entre Zin et Lula, qui sont un peu les deux vraies héroïnes de ce comics-là. C'est magnifique, enfin. Voilà. Bref, on finit sur ça. Et voilà pour le résumé. Allez, moi, je vais arrêter de parler, je vais te laisser développer, et puis on va essayer de montrer quelques... Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ce que tu as dit, en fait, à tout résumé?
Pour l'histoire, peut-être pour les dessins. Voilà, pour les dessins, on va peut-être illustrer nos propos. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que tu montes des belles planches et t'as le. Attends, dans le premier numéro, la planche en pleine page, quasiment, je crois, avec. Quand il est dans le canon, justement. Ah oui. Et qu'il y a. Un peu avant. Ouais. Ça, c'était la bataille avec le maître, là, le visage avec les trois yeux, qui est quand même horrible. Ah, t'as trouvé ça pas très très beau, c'est ça? La page d'avant, ouais. La page d'avant. Peut-être ici. Celle-là, tu vois, elle est horrible, en fait. Ah ouais, tu t'as pas... Ah, les trois yeux et tout, là. Bon. Ah ouais, oui, effectivement, sur le bas, là. Ouais, effectivement, un gros plan. Je cherche, là. Ah, je sais pas, mais justement, quand t'as dit ça en partie en spoil, je me suis dit, ah, putain, c'est bizarre, parce qu'effectivement, niveau fond, bon, il n'y a rien, mais c'est une vision, et je me dis, je trouve ça plutôt stylé, c'est un maître Jedi, on se rappelle le maître de Farzala qui a des tentacules, donc il doit avoir 5 ou 6 sabres. On avait vu ça quand il était encore vivant. Mais moi, je sais pas, la bataille, j'ai trouvé sympathique, alors, effectivement, sur quelques... Celle que j'aime bien, c'est la dernière page du tome, là. La dernière, voilà, celle-là, elle est plutôt chouette, en fait. Ouais, mais c'est ça que tu dis quand tu dis qu'il a été rushé, c'est obligé, il a mis plus d'attention sur certaines planches et pas d'autres. Là, quand il a vraiment le temps, c'est magnifique, quoi. En fait, tu aurais un comics tout comme ça, du début à la fin, ça aurait été super, mais effectivement, c'est pas le cas. Et effectivement, ouais, voilà, t'as le fameux canon où t'as Farzala à l'intérieur et t'as donc les fameuses doubles pages, pages entières, là où t'as la fameuse grand-mère qui saute. Alors, cette planche, elle est drôle, mais elle est pas très belle quand même. Ouais. Ah, je sais pas. Alors, le design de la grand-mère, effectivement, est particulier, on va dire. Mais, je sais pas, moi, je la trouve sympa. Enfin, le côté... ouais, je sais pas. Je trouve ça quand même très joli. Je sais pas, c'est vraiment un style que j'apprécie. Je sais pas, c'est dynamique. Là, tu sens l'explosion de partout. Je sais pas. Quelque chose. Ouais. Ouais, c'est un style, on va dire. C'est un style. Ça, là, elle est jolie aussi, tu vois. Voilà, ça, c'est cette planche-là dont je te parlais. Je trouve plutôt sympathique. Une double page. Voilà. Ouais, la fameuse double page. Ouais. Avec justement les gens qui sont pas là. Voilà. Avec les morts. On voit d'ailleurs des morts, alors des morts qu'on connaît, hein, donc son maître, Célan et Loden, et même Orla Joranit derrière. Mais on voit aussi des rôles secondaires. Là, c'est un Jedi. Voilà, c'est Bulba. La race de ces Bulba, c'est quoi ça? Tug, voilà, c'est un Tug qui est mort, je sais plus comment, mais qui est mort dans cette série, Les Aventures, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est un autre personnage encore plus obscur qui est mort dans The Fallen Star, si je dis plus, j'ai dû avoir le nom par là, mais qui était un peu chiant. C'était un personnage qu'on t'introduisait qui était un petit peu arrogant, un Jedi, hein, mais un peu arrogant, qui sortait des blagues pas drôles. Et d'ailleurs, les autres Jedi étaient un peu fatigués par lui, qui meurt très rapidement dans le Fallen Star, mais qui est là aussi. Donc oui, très belle page. Et là, voilà le fameux canon. Donc, qui est quand même pas mal, mais je sais pas, là c'est quand même... je trouve ça magnifique, quoi. Mais bon, encore une fois... Celle-là, elle est belle. Non, mais ça va, j'avoue que c'est plutôt joli, cette planche. Donc là, on vous montre des jolies pages, mais effectivement, je dois dire que sur certaines autres, voilà, quand ils sont de loin, les personnages sont quand même un peu dégueulasses, quoi. Tony Bao va un peu trop vite, il a peut-être pas le temps de peaufiner. Et je trouve que plus on avance dans les numéros, et moins c'est bon, en fait. Tu vois, ça c'est horrible. Ouais, là c'est pas très. On dirait du Warhammer, en fait, peint à la main vite fait, en fait, c'est pas fifou, quoi. Alors, horrible, c'est un fort mot. Je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, ça crache. Tu vois, j'aime bien, ça crache. Voilà, encore une fois. Mais c'est pas du Romboli. Hein. Romboli, j'en mettrai quand même au-dessus, mais quand même. Puis encore, double page. Il s'est fait plaisir. Les doubles pages, tu te dis, mais oui, mais c'est obligé qu'il n'a pas eu le temps de faire les couvertures. Parce que je trouve qu'il s'améliore comparé au tome précédent, au tome 3 et 4, où là, c'était vraiment pas fou. Mais voilà, par exemple ici, là, je sais pas si c'est un tout petit, mais craché, qui est fait en mode gentil presque, hein, avec quasiment un codage sur le visage. Là, je dis, ah là là, c'est tellement dommage. Donc là, je peux pas dire qu'il fait des dessins de fou, effectivement. Mais voilà. Donc pour les dessins, histoire de dire. Mais encore une fois, donc c'est lui qui fait l'intégralité des 4 numéros. Donc ça fait plaisir. Et encore une fois, si on est fan, voilà. Là, la fameuse planche. T'es en train de montrer le spoil. Voilà, donc un gros spoil sur Trials. Alors là, c'est juste le spoil sur l'armure. Hein. Techniquement, c'est un spoil, mais si vous avez vu l'artwork que Lucasfilm avait publié, ou Lucas Press plutôt avait publié avant, on les voyait, les 9 Jedi en armure qui partent sur la planète. Voilà, donc avec des armures. Mais je trouve que là, pour le coup, elles sont bien détaillées. D'ailleurs, dans le numéro d'après, quand tu vois vraiment le spoil où ils expliquent comment il est mort, il y a les détails sur l'armure et tout. La planche est plutôt jolie, en fait. Et pour ceux qui aiment les costumes, effectivement, c'est
Il y a du Ouais, détail. Celle-là, elle est sympa aussi. celle-là est sympa. Je Spécialement. t'avoue que le visage de Emmerich, j'étais là, oh, la même Quelle partout, hein, horreur. ici, en haut, en bas. Ouais. Aïe, 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 on dirait du Obama, du Obama mal fait, alors qu'Emmerich, enfin, non, Caricature, hein. ouais, voilà, c'est une caricature d'Obama un peu mal faite. C'est tellement dommage. Et donc, ça, c'est la fameuse retrouvaille Emmerich Sian avec le bisou qui fait plaisir. Voilà. Et donc, je vais vous montrer cette fameuse page ultra spoiler, voilà, de Bock qui va se sacrifier. Alors, mais c'est quand même stylé, hein, ces pages avec le nameless. Les nameless sont très très bien faits hein, par Tony Barron, encore une Oui, fois. oui, oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, j'avais envie de dire, heureusement qu'on les a eus dans les comics en images ou d'ailleurs sur les covers des romans jeunesse, parce que sinon, je pense que je les aurais jamais imaginés comme ça. En fait, la première fois qu'on les voit apparaître dans la Haute République, j'avais pas vraiment en fait imaginé cette tête avec ses tentacules. En fait, je trouve que les descriptions en fait collaient pas trop à ce qu'on voit là. Donc, mais du coup, c'est bien parce que le fait de les avoir eus en dessin, finalement, on les imagine forcément plus facilement après. Oui, non, c'est vrai, tu as complètement raison. Surtout que si on se rappelle bien, les premiers visuels, c'était juste en vision. C'est quand les Jedi avaient leur nameless effect, ils voyaient les nameless mais déformés, donc on n'avait pas le on ne savait pas design à quoi ils final. ressemblaient, ouais. Voilà, c'est très cool ça dans les Cavan Scott, les comics de Cavan Scott notamment. Mais effectivement, après, ils avaient publié des artworks, encore une fois. Mais je t'avoue que je passe souvent à côté des publications officielles de personnages et comme ça. Si je n'y vais pas chercher moi-même, jamais je tomberai sur le leveler, par exemple, ou le nameless, Ouais, c'est le ça. design final. Donc là, qu'on commence à connaître, effectivement. Et donc voilà, donc le dernier numéro en mode Ram Jamaran qui se fait adouber. Adoubé. Très, très cool. Donc là, pareil, il y a une fin de Dark assez satisfaisante pour lui, même si dans ce comics-là, bon, il est là qu'en guest, on va dire. mais ça fait plaisir pour lui. Et effectivement, la conclusion de Crash qui est pareil là en mode guest hein, aussi. Hein. Ce Crash et son crew sont là, mais ils sont là quand. Mais on n'a pas la conclusion. Tu vois, j'ai été déçu. Tu te rappelles le one-shot de fin du tome précédent avec. Alors, j'ai des trous de mémoire sur le nom des personnages, en fait. Mais tu sais, il y avait celui qui est le Jedi qui voit, en fait, les fils. Gavi. Ouais, Gavi, effectivement. Ouais. Merci. Gavi, en fait, et sa copine, là, qui en fait, on ne sait pas vraiment si elle est morte ou pas. Et là, en fait, ouais. Et là, on n'a pas, en fait, la conclusion de ça. Ouais, si je me rappelle bien, la fin de la fin numéro, on en avait discuté justement, Oui. toi et moi, et c'est que il ressentait le fil, donc pour moi, elle était survivante. D'accord, mais moi je pensais qu'on allait voir le truc en fait ici. Ouais, effectivement. Elle est présente, si je dis pas de bêtises, Brigitte, elle est présente dans le numéro 20. J'ai Derrière, pas fait gaffe, tu vois. j'essaie de trouver. Bref, mais oui, elle est présente, Brigitte avec son foulard là. Mais oui, une page avec un hug, justement, parce qu'on a des hugs en pagaille. Un hug entre Gavi et elle aurait été sympathique. Non, je ne trouve plus. Ou alors je fais erreur, je ne sais plus. Bref. Mais oui, effectivement. Elle est vivante alors. Ok. Oui, elle est là. Attends. Je vais pas faire ça en direct. Je te montrerai en off. Bref. Ouais, non, mais t'inquiète. Je vais retrouver. Ouais, surtout que là, ça doit être en tout petit derrière dans la foule, parce qu'il y a tellement de personnages. Pareil, alors c'est rigolo parce que là je me refais les tout premiers tomes des aventures de la phase 1 et il y a un passage où Farzala va sur Naluta et il rencontre une alors c'est quoi cette race là de Nikto, voilà, Nikto avec cette espèce de tentacule machin et puis c'est son crâne. Comment il s'appelle ce personnage là de The Clone Wars qui est très The Rebels, le Nikto là, le pirate Nikto là, j'ai le nom qui m'échappe. Voilà, qu'on connaît tout ce qui est sur la Galaxy's Edge et tout là. Bref, dites-le nous. C'est ça, cette même race-là. Bref, et donc tu as Farzala qui rencontre ce Nikto-là, et une Nikto femelle qui tombe un petit peu en amour avec lui, mais ça va pas très loin. Et là, dans ce tome-là, ça revient. Et heureusement que je me suis relu, encore une fois, je crois que c'est le tome 2 de la phase 1 des aventures, où tu as ce personnage-là qui va avouer son amour à Farzala. Alors Farzala qui est en mode, là, pas le temps, là, j'ai un gros canon dans les mains, je sais pas trop ce que je dois faire, et l'autre, il lui envoie ce message-là, c'est assez particulier, mais je me suis dit, au moins, tu as cet arc-là qui était ouvert au tout début de la phase 1, qui est conclu, tu sais pas trop pourquoi, et qui est en mode, ouais, je t'ai toujours aimé, machin. Là, pareil, Francis, il doit lever les yeux au ciel. Moi, j'aime bien ce petit genre de détails, c'est con, mais surtout que voilà, c'est un amour impossible, parce que voilà, Farzala, Jedi, tout ça, même si ça n'a pas empêché à Kaftar, à Emmerich de se faire plaisir. Mais voilà, il y a ce arc-là.
Il y a quoi? Ah oui, on parlait des morts, ouais, donc c'est le fameux Regald Cole, si vous vous rappelez de ce personnage-là, donc qui est le fameux Jedi humain mort dans The Fallen Store, qui est un petit peu arrogant et qu'on a là en mode fantôme, je sais pas trop pourquoi. Le Jedi Doug, c'est Tabakan Pak, qui est mort aussi en début de série. Et puis voilà. Puis voilà, Tormund Buck s'est dit. Ah oui, il y a un petit flashback alors, Sav Malagan. Rapide, ouais. Il y a un petit flashback où tu la vois en mode phase 2 avec la grand-mère, parce qu'elle se bat aux côtés de la petite fille Zabrak, la Zin. Non, c'est pas Zin, comment elle s'appelle déjà? J'ai plus son nom, mais voilà, c'est la petite fille du personnage de la phase 2. Donc là, tu as une petite case qui rappelle que Stav a connu sa grand-mère. Donc pour les fans et pour les complétistes qui ont encore une fois apprécié cette série-là, c'est quand même très kiffant. C'est vraiment. C'est le lien avec les phases précédentes, quoi. On est dans la continuité de ce qui s'est fait auparavant, mais c'est sûr que le clin d'œil, si t'as pas lu, tu suis pas le truc, quoi. Si t'as pas tout lu comme les romans jeunesse, tu disais Gavi, comment il s'appelle l'autre Kildo, Tep, tous les. Ouais. Tep, voilà. Et une petite déception, donc on parlait en partie non spoiler, c'est le fameux passage relativement important qu'on aurait adoré voir en comics. C'est en plus, il mentionne par 2 fois dans ce tome-là, c'est l'amiral Kronara qui se bat contre le général Vyss dans les cieux, dans l'espace, mais si je ne dis pas de bêtises, en mode gros Star Destroyer, comme gros vaisseau Nihil. Et ça, donc on avait une mention vite fait dans les épreuves de Jedi. On espérait le voir en comics et finalement on ne le voit pas ici. Non. Voilà, donc très très dommage. Parce que Kronara, c'est pareil, un personnage qui est monté en puissance et en importance dans la phase 3. Vyss aussi, on l'a toujours adoré, Vyss. Donc voir ça aurait été quand même un petit peu cool. Mais c'est pas le cas. Donc c'est que des mentions. Ouais. Voilà, un peu dommage. Est-ce que tu as d'autres trucs, détails ou je pense qu'on aimerait aborder? Non, on a fait le tour en fait. C'est une conclusion, quoi. Voilà. Si vous avez lu les précédents, ce serait dommage de pas lire celui-là parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin, Francis? Et surtout que c'est la conclusion de la bataille d'Eriadu quand on pense. Enfin, on trouvait un petit peu light dans le temps précédent. Là, il y a quand même pas mal de bastons. Ça se lit vite encore une fois. Ouais, mais pour moi en fait, c'est pas vraiment cette bataille a toujours manqué d'enjeu en fait. Ils étaient restés sur cette planète, donc il fallait conclure sur cette planète, mais j'ai toujours trouvé que ça manquait d'enjeu en fait. Et puis au final, ils auraient perdu la bataille d'Eriadu, ça changeait rien. Oui, il y aurait eu des milliers de morts peut-être sur Eriadu City. Ouais, sur Eriadu, ok, d'accord, mais au final, ça changeait rien sur le destin des Nihil, en fait. Ouais, effectivement. Effectivement, donc, oui, parce que les Nihil, là, c'est une déception qui est plus liée à ce qui se passe dans le roman. Donc, on va pas en parler plus en détail, on a assez spoilé le roman, mais vous avez d'ailleurs tous les deux déçus, Philippe, si je me rappelle bien. C'était plus Francis qui était en mode. Lui, il avait plutôt accepté le truc. Nous, on était là en mode c'est quand même dommage d'avoir fini les Nihil comme ça. Bref. Ouais. Conclusion, manque d'épicness. Et comme tu disais, alors c'est vrai que c'est la conclusion du Holderverse, mais pour un comics jeunesse, je trouve que c'est une conclusion satisfaisante, encore une fois, si on a aimé la série. Oui, pour les enfants, c'est bien. Pour les enfants, c'est pas mal. C'était vraiment un petit plaisir. Mais en tout cas, ça va être la conclusion et note de cet épisode-là. Donc, note. Donc, quelle note mettrais-tu sur. Qu'est-ce que tu avais mis comme note pour le tome précédent? J'ai mis 8 au tome précédent, j'avais mis 8. Et comme là, c'est la conclusion et que c'est fini, je vais mettre 9. Ah, ok. Donc, tu n'as toujours pas convaincu pour mettre la moyenne. Donc, ok. 9 sur 20 pour toi. La note. Si on reprend les tomes 2, 3, 4 de la phase 3, moi j'avais mis du 16, 14, 15, 15. J'avais mis 12 pour le Crash Zone qui m'avait très déçu, mais bon, déçu, 12. Voilà. Mais non, 12 c'était pour le Crash Zone, pardon. Là, je suis très content de cette relecture en relié. Moi, le final, j'ai beaucoup aimé la bataille d'Eriadu, tout ça. Donc, je mettrais j'ai pas envie de mettre. J'avais pensé à du 16 sur 20, sachant que Ouais. Encore une fois, j'aime beaucoup cette série. Non. Mais c'était tome. J'entends ça. Ouais, tome 1, phase 1, j'avais mis du 17 et c'est le seul tome qui a atteint autant dans les aventures en tout cas. Là, je n'irai pas jusqu'au 17 du tome 1 en phase 1, mais non, je mettrai un 16,5 voilà, parce que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je t'avoue que j'étais content. 16,5. J'étais dans un good mood, je sais pas, mais très très satisfait par cette relecture. En tout cas, dites-le nous, vous, si vous avez aimé ou pas cette série en général, ce tome-là en particulier. Mais voilà.
Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié là? J'ai l'impression d'oublier quelque chose à chaque fois quand je conclue. Non, J'ai jamais conclu on a montré les covers, on a montré des planches, on a discuté des dessins, je pense que de l'histoire. Donc, on va juste vous rejoindre à voilà, vous conseiller de rejoindre nos réseaux sociaux, donc le YouTube, là, voilà, la petite cloche, le petit pouce, si ce n'est pas déjà fait. Tous nos réseaux sociaux, hein, donc nous sommes présents sur Facebook, Blue Sky, X, c'est quoi, Thread, Instagram, voilà. Sur YouTube, c'est dit, et puis voilà, sur Apple Podcast, Spotify, pour les émissions en podcast. Merci en tout cas, à toi, Philippe, de m'avoir accompagné. Merci à toi, Jean, de m'avoir invité. C'est vrai, c'était soit ça, soit je le faisais en solo, donc c'était un peu triste quand même. Et là, je pense que j'aurais été différent. Waouh, mais c'est génial et tout. C'est bien d'avoir quand même une balance, tu vois. C'est comme la force. Il faut avoir la balance. C'est dommage que Francis ne nous ait pas accompagnés pour cet homme-là, justement, mais bon, c'était son choix. En tout cas, merci encore à toi. Niveau émission prochaine, là on ne sait pas trop encore une fois, cette émission enregistrée en avance. On imagine d'autres interviews, on espère, parce qu'on aime beaucoup ça, d'autres interviews de Sylvain. On imagine aussi un épisode 2 des musiques, c'était quoi, les planètes, voyages planétaires, voilà, qui était très très sympa. Donc peut-être que ça sera de sortie ou planifié fin mars. Sûrement des quoi de neuf, on l'a dit, avec la sortie du film. Voilà pour le petit programme. Et voilà, donc merci encore à toi Philippe de nous avoir accompagnés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye bye.